La révolution néolithique, on peut dire que c'est la plus grosse révolution que l'humanité ait connue depuis qu'elle existe. C'est le moment où le cueilleur va devenir un cultivateur. Ça veut dire que je ne me contente plus de ce que la nature me donne, mais en quelque sorte, je force la nature à me donner quelque chose. Et le chasseur-pêcheur va devenir éleveur, avec domestication de certaines espèces animales. Il y a une conséquence, c'est que si je deviens cultivateur, il faut que je prenne soin de la terre sur laquelle je cultive. Donc ça veut dire que là, on a un phénomène de sédentarisation. Et la sédentarisation, c'est donc l'apparition des premiers villages. C'est le fait qu'on n'est plus dans ce nomadisme qui fait qu'on se déplace au rythme des saisons, mais parce que, encore une fois, les conditions climatiques se sont améliorées, on peut se poser quelque part. J'ai souvent l'habitude de dire, bon, c'est une image, que la révolution néolithique, c'est la révolution des 3 P. Le premier P, c'est le mot paysan, cultivateur-éleveur, ce qu'on appelle un paysan. Comme il se sédentarise, ça veut dire qu'il s'attache à un territoire. Ce territoire, c'est le pays, non pas au sens où on parle aujourd'hui de la France, de l'Allemagne, c'est-à-dire des nations, mais le pays au sens ancien. Avant, quand on disait qu'on était pays avec quelqu'un, ça voulait dire qu'on était du même village, on était du même endroit, on était de la même vallée. Donc naît cette notion de pays, les individus sont attachés à un territoire. Et le 3e P, paysan-pays, c'est paysage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cultivateur est sédentarisé quelque part, il va créer le paysage. Quand on regarde les paysages chez nous et qu'on dit « la nature c'est très beau », ben non, c'est une bêtise, c'est pas la nature qu'on voit, c'est de la culture. Les paysages, ce sont des choses qui sont créées par l'homme. Et on le voit très bien, c'est que quand l'agriculture disparaît, parce qu'aujourd'hui on est peut-être au bout de ce cycle qui a commencé à la révolution néolithique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs est trop peu important pour qu'on continue à sculpter le paysage. Ben, qu'est-ce qui se passe? La forêt gagne, il n'y a plus de paysage, c'est la forêt qui va tout envahir, sauf les zones urbaines, et plus haut, c'est ce qu'on appelle les arkos, et là aussi, c'est une forme de perte du paysage. Donc, la révolution néolithique, ce sont, pour les Alpes, les premiers villages alpins. Et là aussi, on peut penser qu'on est monté petit à petit. Et on sait que dans des villages qui existent toujours, qui peuvent se situer à plus de 1000 mètres d'altitude, on trouve des restes du néolithique. Donc ça montre bien que après cette révolution néolithique, les Alpes ont été quand même assez largement occupées. On ne sait pas bien à quel moment ils sont arrivés, mais il y a les Ligures qui ont tenu une place importante. Les Ligures, on connaît la Ligurie, hein, c'est la région de Gênes en Italie. Il faut entendre certainement ça dans un sens plus large, mais ces Ligures sont donc des Méditerranéens, sans doute parce que la population augmentait, et donc là où ils étaient, ça devenait difficile de trouver de quoi nourrir tout le monde. Donc ces Ligures sont remontés progressivement jusqu'à venir s'installer dans nos vallées, et ce sont eux qu'on va trouver lorsqu'on fait le grand passage, c'est-à-dire lorsqu'on va quitter l'âge de la pierre pour entrer dans l'âge des métaux. Alors, les âges des métaux, je rappelle, il y en a 3. Il y a l'âge du cuivre, il y a l'âge du bronze et il y a enfin l'âge du fer. Alors, si on veut essayer de mettre des dates,
C'est là où on se rend compte que l'histoire, c'est une science vivante. Si j'avais fait le même exposé il y a 30 ans, je vous aurais dit l'âge du cuivre, c'était il y a à peu près 4000 ans. Aujourd'hui, l'âge du cuivre, on dit, c'est il y a à peu près 5500 ans, voire peut-être même 6000 ans. Bon, pourquoi? Eh bien, entre autres, parce qu'on a eu cette chance extraordinaire de retrouver un gars de l'âge du cuivre qu'on a baptisé Otzi. Et Otzi, il a un gros avantage sur tous ceux qui vivaient à la même époque que lui, parce qu'on en a retrouvé de la même époque, c'est qu'en règle générale, on retrouve des squelettes. Otzi, il a eu cette idée extraordinaire de mourir sur un glacier. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé un corps qui a été pris dans la glace, et Otzi, c'est autre chose qu'analyser un squelette, on est quasiment capable de dire quel a été son petit déjeuner le jour où il est mort. En plus, on a cette chance, c'est que Otzi, on le retrouve à la fin du XXe siècle, au moment où la science a des outils assez extraordinaires pour analyser un objet du passé. Et on fait de la datation et on s'aperçoit que Otzi recule de quasiment un millénaire et demi, ou peut-être même un peu plus, l'apparition de l'âge du cuivre dans les Alpes. Pourquoi? Parce que Otzi, on le retrouve avec son matériel, et dans son matériel, il y a des outils et des armes en pierre, mais il y a aussi un poignard en cuivre qui montre que le passage était fait. Et une chose qu'il faut signaler, c'est qu'un cousin d'Otzi, on en a trouvé un à la fin du XIXe siècle en creusant une cave à Fontaine-le-Puy. Aujourd'hui, avec les procédés de datation, le dossier de l'homme de Fontaine-le-Puy a été repris et on arrive à peu près dans les mêmes dotations. Et cet homme de Fontaine-le-Puy, ce qui est intéressant, c'est que lui avait eu une mort moins brutale que Otzi, donc on a retrouvé sa tombe et on sait que dans les tombes anciennes, on a des indicateurs très intéressants, la manière d'enterrer les gens, dans quelle position on les met, et puis aussi qu'est-ce qu'on met autour d'eux. L'homme de Fontaine-le-Puy, appelez-le comme vous voulez, il a un matériel très intéressant qui est de l'âge de la pierre et en même temps avec là aussi poignard en cuivre. On pourrait aussi signaler une cousine, la dame d'Intro en Val d'Ost, et tout ça nous renvoie à la même période.